La Russie préparerait une attaque massive de représailles contre l'Ukraine, après que les véritables conséquences de l'opération Pautina, menée par le service de sécurité d'Ukraine la semaine dernière, sont devenues connues. Aux États-Unis d'Amérique, on estime que la menace du dictateur Poutine de se venger de l'Ukraine pour l'attaque de drones de la semaine dernière n'a pas encore été pleinement et sérieusement mise à exécution. Et, très probablement, il s'agira d'une frappe multivolée significative contre le quartier gouvernemental à Kiev, ou contre des installations du service de sécurité d'Ukraine sur l'ensemble du territoire ukrainien. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas. C'est ce qu'écrit la publication, avertissant que, soi-disant, aussi bien le renseignement américain que de nombreux responsables occidentaux affirment que la Russie prépare actuellement des frappes massives contre l'Ukraine. Pour ne pas semer de panique inutile, analysons ensemble cette situation. Qu'est-ce que les sources occidentales nous déclarent précisément? Qu'est-ce que nous savons exactement des conséquences réelles de l'attaque de l'Ukraine contre les aérodromes en Russie dans le cadre de l'opération spéciale Pautina? Et pourquoi les Américains essaient-ils maintenant de désamorcer au maximum la situation et suggèrent-ils qu'il faudrait revenir aux négociations à Istanbul? Analysons tout cela calmement, avec sang-froid. Je m'appelle Alexei Petit. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Peshaï News. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel dès leur arrivée. Alors, maintenant, parlons de tout dans l'ordre. L'agence Reuters écrit aujourd'hui que les États-Unis d'Amérique estiment que la menace du président russe Vladimir Poutine de se venger de l'Ukraine pour l'attaque de drones de la semaine dernière n'a pas encore été sérieusement mise à exécution. Il s'agira très probablement d'une frappe multiple significative. C'est ce qu'ont affirmé des responsables officiels américains. Les délais d'une riposte russe pleine, ce mot entre guillemets, reste flou. Selon une source, cela devrait se produire dans les prochains jours. Un deuxième responsable américain a déclaré que la riposte inclurait probablement différents types de capacités aériennes, y compris des frappes de missiles et de drones. Je vais tout de suite faire une petite remarque et dire qu'au fil du texte, nous verrons souvent ceci, que la Russie, en réponse, frappera l'Ukraine. Je vais encore une fois renforcer mon idée. La Russie ne peut pas effectuer de riposte, car la Russie est la source première de cette agression. La Russie est l'agresseur. En conséquence, toutes les actions menées par l'Ukraine sont une réaction de riposte, forcée, une réponse. Tout ce que fait la Russie n'est pas une réaction de riposte, c'est un acte d'agression. Parce que, si l'on exclut de cette équation le fait même de l'attaque massive de la Russie contre l'Ukraine en 2014, puis l'invasion à grande échelle en 2022, alors il n'y aurait eu aucune attaque de l'Ukraine sur le territoire russe. Sans cela, nous ne discuterions même pas de ce sujet actuellement. C'est pourquoi il s'agit d'une rhétorique absolument propagandiste. Lorsqu'on affirme que la Russie prépare quelque chose en réponse à une attaque de l'Ukraine, nous brouillons donc la distinction entre agresseur et victime, mettant l'Ukraine et la Russie sur un pied d'égalité, qu'il s'agit simplement de deux pays qui se font la guerre et en conséquence qui se répondent l'un à l'autre. Non, la Russie est l'agresseur. La Russie est à l'origine de cette guerre. L'Ukraine répond. Elle est contrainte de répondre aux actes d'agression afin de protéger sa population. Les actions de la Russie sont des actes d'agression, pas une réponse. On continue. Ensuite, il écrit que les responsables américains ne détaillent pas les objectifs attendus de la Russie et ne s'attardent pas sur les questions de renseignement. Le premier responsable a déclaré que l'attaque de Moscou serait asymétrique, ce qui signifie que son approche et ses objectifs ne reflèteraient pas la frappe de l'Ukraine contre les avions militaires russes. La semaine dernière, la Russie a commencé un intense bombardement de missiles et de drones contre la capitale ukrainienne, Kiev. Vendredi, le ministère russe de la Défense a déclaré que la frappe contre des cibles militaires et liées à l'armée était une réponse à ce qu'il a qualifié d'attaque terroriste ukrainienne contre la Russie. Toutefois, selon les responsables américains, la Russie n'a pas encore donné sa réponse complète. Selon une source diplomatique occidentale, bien que la réponse de la Russie ait potentiellement débuté, elle devrait s'intensifier prochainement, en frappant des cibles ukrainiennes symboliques, telles que des bâtiments gouvernementaux, dans une tentative d'envoyer un message clair à Kiev. Un autre haut diplomate occidental a prédit une nouvelle offensive dévastatrice de Moscou, et a déclaré, je cite, « Elle sera massive, brutale et impitoyable. Mais les Ukrainiens sont des gens courageux. » Ensuite,
Il cite les paroles de Mike Kaufman. Il est expert de la Russie à la Fondation Carnegie pour la paix internationale. Il dit qu'il s'attend à ce que Moscou tente de punir l'agence ukrainienne de sécurité intérieure, c'est-à-dire le service de sécurité d'Ukraine, pour son rôle dans l'attaque de la semaine dernière. Pour envoyer un message, la Russie pourrait utiliser des missiles balistiques à moyenne portée pour attaquer des installations du service de sécurité d'Ukraine. Voici la citation de Kaufman. Il est improbable qu'ils essaient de lancer une frappe de représailles contre le siège du service de sécurité d'Ukraine ou d'autres bâtiments des directions régionales du renseignement. La Russie peut également frapper des centres de production de défense ukrainiens. Néanmoins, ce même Kaufman suppose que les capacités de la Russie à mener des actions de représailles pourraient être limitées, car elle dirige déjà une part importante de sa puissance militaire vers l'Ukraine. Dans l'ensemble, les capacités de la Russie à intensifier considérablement ses frappes par rapport à ce qu'elle fait déjà et tente de faire depuis le mois dernier sont très, très limitées, affirme Kaufman. Sur ce point, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'à part augmenter le nombre de missiles et de drones que la Russie lance contre l'Ukraine, elle ne peut rien faire de plus. Je rappelle brièvement ici que Kiev affirme que lors de l'audacieuse attaque de dimanche, 117 drones ont été utilisés, lancés depuis l'intérieur du territoire russe dans le cadre de l'opération baptisée Toile d'araignée. Passons maintenant à l'évaluation de cette opération. Aujourd'hui, une nouvelle évaluation est apparue, qui se réfère à la fois à des sources ukrainiennes et occidentales, et même dans une certaine mesure à des Russes, à des initiés de là-bas. Et ils écrivent que c'était un coup irréversible. L'Ukraine a porté un coup puissant aux bases aériennes stratégiques de la Russie, situées à des milliers de kilomètres du front, en utilisant des centaines de drones et en obligeant le Kremlin à minimiser l'ampleur des pertes. Comme l'écrit la publication, selon les données du renseignement satellitaire et les estimations de l'OTAN, de 10 à 13 avions russes ont été complètement détruits, et jusqu'à 40 autres ont été endommagés. Attention, c'est-à-dire selon les données du renseignement satellitaire et les estimations de l'OTAN, jusqu'à 13 ont été détruits, environ 40 endommagés. Dans le même temps, le service de sécurité ukrainien affirme que 41 avions ont été touchés, dont la moitié ont été complètement détruits et l'autre moitié endommagés. Selon l'OTAN, les estimations sont encore plus hautes. Selon les analystes, le chiffre fourni par les responsables de l'OTAN correspond le plus précisément à ce que l'on peut observer sur les images satellites haute résolution. Sur la base aérienne de Belaya, dans la région d'Irkoutsk, 6 avions ont été détruits, y compris des bombardiers stratégiques Tu-95 et Tu-22, qui sont activement utilisés pour des frappes de missiles contre l'Ukraine. Sur la base Olenia, c'est carrément l'extrême nord. Les satellites sont détectés des traces d'incendie et des débris de 4 autres bombardiers. L'Ukraine signale également la destruction de 2 avions. La vidéo ne confirme que partiellement l'information concernant l'A-50. Dans le même temps, les autorités russes démentent les déclarations de l'Ukraine et des responsables occidentaux. Le vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie, Sergueï Ryabkov, a qualifié les informations sur la destruction des avions d'exagérées et l'opération elle-même d'actes terroristes. Les propagandistes de Moscou minimisent les pertes à 8 avions, sans toutefois fournir aucune preuve. Le propagandiste russe Sergueï Markov a reconnu que la frappe était forte, mais affirme qu'elle n'aura pas de signification militaire, ajoutant que l'Ukraine exagère prétendument les conséquences de l'attaque. Mais ici, je noterai qu'il s'avère que nous n'exagérons même pas, nous minimisons même dans une certaine mesure. Parce que, selon les estimations de l'OTAN, encore plus d'avions ont été endommagés et détruits que ce qu'indiquait l'évaluation du service de sécurité d'Ukraine. Voilà, c'est aussi révélateur. Et dans ce contexte, l'invité secrétaire américain Marco Rubio, lors d'une conversation avec le ministre des Affaires étrangères de France Jean-Noël Barrot, a déclaré l'importance de poursuivre les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie. C'est ce qu'a rapporté la porte-parole du département d'État américain Tammy Bruce. Et voici ses propos. Rubio a souligné l'importance de poursuivre les négociations directes entre la Russie et l'Ukraine afin d'atteindre une paix durable. Une grande question se pose à Marc Rubio. De quoi discuter avec les Russes? Les Russes affirment que l'Ukraine aurait déjà quitté les négociations lorsqu'elle a frappé les aérodromes russes. Dictateur.
Poutine prend la parole et dit « Comment peut-on parler avec les Ukrainiens après cela? Nous quittons tous ces négociations. » Même en l'absence de ces frappes, les Russes présentaient aux négociations d'Istanbul des ultimatums complètement fous et insensés. Si vous avez manqué les épisodes précédents, je vous recommande de les regarder sur ma chaîne. J'y ai justement parlé de ces conditions ultimatums que la Russie pose. Et là, il ne s'agit plus simplement de renoncer à 4 régions ukrainiennes plus à la République autonome de Crimée, ni simplement de renoncer à l'adhésion à l'OTAN. Non, il y a déjà des points qui exigent que l'Ukraine renonce officiellement à toutes les réparations. L'Ukraine doit demander à ses alliés que toutes les sanctions contre la Russie soient complètement levées, réduites à 0. L'Ukraine doit accepter de rétablir les relations diplomatiques et économiques avec la Russie. L'Ukraine doit accepter, par exemple, que le système de transport de gaz et les oléoducs qui traversent le territoire ukrainien devront continuer à acheminer le pétrole et le gaz russe vers l'Europe. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est un non-sens total. Les Russes disent « Faisons comme si rien ne s'était passé chez vous. On vous prend simplement une partie du territoire. Nous avons détruit votre pays. Et maintenant nous vous interdisons d'adhérer à certains blocs ou alliances militaires. Vous renoncez à tout. Et c'est tout. Et ensuite, nous sommes censés être des peuples frères, qui peuvent d'une certaine manière coexister les uns avec les autres. C'est avec de tels négociateurs que nous devons négocier. Mais ici, mes amis, je laisse planer le suspense. Écrivez votre avis, vos conclusions, dans les commentaires, sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like.